histoire de l'herméneutique et de ses liens avec la métaphysique. Donc il faudra que tout le monde soit bien clair avec 3 concepts essentiels. Donc qu'est-ce que la métaphysique, qu'est-ce que la phénoménologie et qu'est-ce que l'herméneutique. Voilà, mais c'est dans le cours, quoi. Ouais, c'est pas un prérequis, quoi. Non, on le creusera ensemble. Okay. Le cours est intéressant, mais il n'est pas hyper compliqué. Et je propose qu'on aille assez vite sur le cours, c'est-à-dire que là, on va faire la séance sur le cours, puis peut-être un petit peu la semaine prochaine si j'ai pas fini. Et ce que je ferai, c'est que je vais par contre essayer de passer un petit peu de temps à travailler les sujets, parce qu'il y a 2 sujets par année et il y a 3 annales. Enfin, on a accès à 3 annales, donc ça fait déjà 6 sujets qui se recoupent plus ou moins. Donc je pense que combien de temps tu dois à Strasbourg, voilà, je pense qu'en fait là je vous fais le cours pour connaissances générales, mais à mon avis l'essentiel de la préparation du cours c'est de s'entraîner au dissert et de choquer les concepts, donc phénoménologie, herméneutique, métaphysique, sachant que le cours, moi je le trouve intéressant parce qu'il est directement en lien avec la théologie contemporaine. C'est-à-dire qu'en fait la progression du cours, c'est une sorte d'histoire de l'herméneutique. Donc l'herméneutique comme, on va dire, discipline philosophique qui s'intéresse à la question du comprendre, si on veut résumer rapidement. Et cette histoire de l'herméneutique, elle se joue parfois en opposition avec la phénoménologie et la métaphysique tout en s'en inspirant. Hein, donc, voilà. Donc il va falloir un peu confronter les différentes positions philosophiques. Et le terme du cours, en fait, ça aboutit à en quoi cette histoire de l'herméneutique contemporaine, enfin en gros ces 2 derniers siècles, aboutit à une posture théologique, enfin à une herméneutique théologique en gros, quoi. Donc, voilà. Donc, juste pour le prof, on le connaît aussi. C'est Monsieur Capel. Donc, on l'avait le nom dernier. Voilà. Non, écoute, moi le cours je le trouve assez bien. Voilà, bon. Alors le problème c'est que c'est de l'herméneutique, donc il y a un peu de jargon heideggerien, donc il faut comprendre. Tu nous le réexpliques. Voilà. C'est fou quand même, hein. Et le nombre de cours sur Heidegger, quoi. C'est ouais. fou. On commence à connaître du coup maintenant. Voilà, mais non, mais c'est pas très compliqué. Voilà, non, mais en fait c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut maîtriser le vocabulaire de base, mais après c'est pas très compliqué, quoi. Donc, introduction. Donc, Gadamer, là, il y a beaucoup de citations dans le cours, donc j'ai essayé de tailler, mais bon, je suis quand même un peu obligée d'en mettre, donc j'en ai remis. Un disciple de Heidegger a dit que la phénoménologie, l'herméneutique et la métaphysique ne sont pas 3 points de vue philosophiques différents, mais l'expression de ce qu'est l'acte de philosophie lui-même. Donc là, c'est en gros l'intérêt, c'est de bien comprendre qu'il y a 3 gros mots à bien comprendre. C'est la métaphysique, la phénoménologie et l'herméneutique. Donc pour l'instant, je ne me risque pas encore à les définir, on verra au fur et à mesure, mais bon, quand même, je vais dire dans les grandes lignes, la métaphysique, c'est tout ce qui contribue à attribuer à un étant un prédicat, c'est-à-dire la liberté est ça, Dieu est ça. C'est-à-dire que la posture métaphysique, c'est la posture qui consiste à attribuer à un étant immatériel un prédicat. Voilà, donc ça, excuse-moi, immatériel, c'est un étant immatériel ou pas? La liberté, oui, souvent la métaphysique c'est immatériel parce que sinon c'est de la physique. Tu te souviens, Aristote, la physique, et ce qui n'est pas physique ni logique, c'est de la métaphysique. C'est-à-dire que les 3 grandes distinctions d'Aristote, c'est physique, logique, métaphysique. Donc tout ce qui n'est ni de la grammaire ni de la science physique, c'est de la métaphysique. Donc les grandes questions, quoi, la liberté, Dieu, voilà. Donc les grands concepts immatériels, c'est ça relève de la métaphysique. Pour autant, la posture métaphysique, c'est la posture qui consiste à penser que l'on peut attribuer à ces grandes catégories philosophiques un prédicat, donc en disant voilà, la liberté est ceci. C'est-à-dire que c'est une posture de connaissance, une posture intellectuelle qui dit qu'on peut parler de Dieu, de la liberté, etc. La phénoménologie, donc en gros la métaphysique, elle a cours de Platon jusqu'à Descartes, en gros, quoi. Avec Descartes, donc Descartes qui fait quand même de la métaphysique, mais avec Descartes on a une grande révolution puisque Descartes dit la seule chose dont je suis sûr, la première chose, le premier outil le premier critère de connaissance, c'est que je suis capable de penser, que je doute. Quand je doute, je pense. Quand je pense, je suis. Donc la seule chose qui est certaine, c'est le sujet
cogitant, quoi, le sujet qui pense. Et en fait, avec cette grande avancée dans le domaine des sciences de la philosophie, le sujet devient premier. C'est-à-dire qu'avant, Dieu comme objet d'étude était premier. Maintenant, c'est le sujet connaissant. Donc, on commence à passer en gros d'un pôle objectif métaphysique à un pôle subjectif qui deviendra phénoménologique. Alors, la phénoménologie, ça vient du mot phénomène. Le phénomène, il s'oppose dans la grande dans la métaphysique au noumène. C'est-à-dire, le noumène, c'est la chose en soi, c'est-à-dire le pot de confiture tel qu'il est. Alors que le phénomène, c'est le pot de confiture tel qu'il m'apparaît. C'est-à-dire que le pot de confiture, là, moi, je le touche et tout, il est tout lisse, il est un peu froid, voilà. Et bien, ça, c'est la somme de ces phénomènes. C'est comme ça que j'ai accès à lui. Donc là, la phénoménologie, c'est un premier pas vers la subjectivité. Ça passe par les accidents, en fait. Alors, ça passe par les accidents, mais quand on parle d'accidents, on est encore dans un registre métaphysique, en fait. La phénoménologie, je dirais, c'est encore au-delà des accidents, puisque ça s'intéresse à la façon dont les accidents... Voilà, dont les accidents arrivent... C'est les conditions de possibilité de perception des accidents, en gros. Et donc ça, c'est Descartes et Kant. C'est Descartes et Kant qui initient ce mouvement, et le grand pape de la phénoménologie, c'est Husserl. Et donc l'herméneutique, c'est encore une troisième posture qui, elle, ne va pas tellement s'intéresser, en gros, aux phénomènes tels qu'ils viennent nous frapper, nous, sujets connaissants, mais, et là c'est Heidegger, la façon dont le sujet connaissant projette toujours déjà sur le monde des phénomènes sa capacité et son besoin de comprendre et d'appréhender le monde. Donc c'est pour ça que là, la phrase de Gadamer, elle est assez importante et je pense que en fait, il faut l'apprendre par cœur et bien la comprendre. C'est qu'en fait, la phénoménologie, l'herméneutique et la métaphysique ne sont pas trois points de vue philosophiques différents, mais l'expression de ce qu'est l'acte de philosopher lui-même. C'est-à-dire que dans un premier temps, et c'est un premier temps qui est chronologique, mais qui n'est pas forcément premier axiologiquement dans le sens des valeurs, c'est un premier temps où on dit, bon ben voilà, on est la métaphysique à la prétention raisonnablement à dire cette planche à pain est en bois. Deuxième étape, la phénoménologie. Quelles sont les conditions de possibilité de la perception de cette planche en bois? Et là, Kant va dire les conditions de possibilité de perception de cette planche en bois, c'est les formes a priori du temps et de l'espace qui me permettent de saisir comme une seule planche en bois cette planche en bois. Et ensuite, on arrive à Heidegger qui dit en fait, pas du tout. La phénoménologie, c'est pas encore suffisant. Ce qu'il faut, c'est ma capacité des temps à me projeter vers cette planche de bois pour aller à sa rencontre. Donc, deux considérants. Le présent philosophique n'est pas intelligible sans la prise en compte du tournant herméneutique. Donc, en gros, ça c'est pour dire que le tournant, l'actualité philosophique contemporaine, et on ne peut pas y accéder sans parler de Heidegger. L'herméneutique et la phénoménologie ne s'affranchissent pas de la métaphysique. Donc en gros, le but du cours, c'est aussi de dire que tout est lié, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas dire, voilà, maintenant l'herméneutique a complètement s'est affranchi complètement de la métaphysique ou de la phénoménologie. Donc, herméneutique et métaphysique, on peut rapporter l'herméneutique à son inspiration dans l'histoire des idées, à son extension, à différents champs du savoir, donc les sciences humaines, la philosophie. On peut également questionner systématiquement les herméneutiques post-métaphysiques. Donc, il y a ça, on verra ça un peu plus tard, les herméneutiques post-métaphysiques. Bon, on le voit tout de suite, en fait. Post-métaphysique, ça renvoie au thème de la fin de la métaphysique, qui a cours depuis que Heidegger a montré que la métaphysique n'était que la constitution ontothéologique de la pensée censée rendre compte unitairement de l'histoire de la pensée occidentale. Donc, en gros, ça, c'est la post-métaphysique, c'est l'idée qu'ont développé les philosophes qui pensent que la pensée occidentale est continue et qu'on va vers le progrès philosophique. Mais ça, c'est une posture qui n'est pas propre au cours qui nous concerne, quoi, qu'il faut un peu abandonner. Donc, il y a également une théologie post-métaphysique qui considère qu'en fait, les objets ne sont pas liés à la posture fondatrice de l'étant. Donc, la posture fondatrice de l'étant, c'est la posture métaphysique qui consiste à dire tel étant et telle chose. Les catégories de la métaphysique, principe, être, étant, ne s'appliquent pas à la christologie. Donc là, ça, on le verra à la fin du cours, justement, quand on parlera de théologie post-herméneutique, de théologie herméneutique, en gros. Donc, l'herméneutique présuppose la métaphysique, et la métaphysique inclut dans sa démarche son propre dépassement. Bon, ça, c'est toujours pareil, en fait, c'est essayer de bien s'assurer que
les trois sont liés. La métaphysique fonde les choses sur l'épaisseur phénoménologique, puisque l'épaisseur phénoménologique, c'est la densité qui constitue tous les phénomènes tels qu'ils m'apparaissent. Bon, là, c'est pareil, ça c'est encore du verbiage. Et l'herméneutique interroge l'interprété du phénoménologue et du métaphysicien. Bon, là, pour moi, là, tout ce qu'on a dit, en fait, c'est la même chose, mais dit différemment. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on répète les mêmes choses, mais en changeant les mots. Mais bon, grosso modo, il faut comprendre que les trois sont liés, même si chronologiquement, elles se succèdent, les postures se succèdent. Donc, donc il y a une rapide histoire de l'herméneutique qui est proposée par l'enseignant. Donc, en gros, il y a des traditions, donc ça on le verra dans les chapitres qui vont suivre, donc je vais rapidement, mais il y a une tradition gréco-latine herméneutique, ainsi qu'une tradition juive de l'interprétation. Mais le grand mouvement d'entrée de la pensée occidentale dans l'herméneutique, c'est au XVIIe siècle avec un monsieur qui s'appelle Dannauer, et qui désigne par l'herméneutique l'art de l'interprétation. Voilà, donc ça, ça je vais assez vite parce qu'en fait, on s'est développé dans la suite. Donc je vous propose de passer au chapitre 1. Alors, les premières herméneutiques, donc le grec, la Bible et la patristique. Donc un premier pôle de pensée herméneutique, c'est le monde gréco-latin. Donc Platon essentiellement, mais également les écoles philosophiques, celle d'Alexandrie par exemple. Et assez rapidement, on voit apparaître des commentaires sur les textes fondateurs. Et donc l'herméneutique consiste à la recherche de certains éléments qui sont listés. Donc là, à cette époque-là, l'herméneutique, c'est une méthodologie en fait. C'est une méthode pour interpréter des textes anciens ou éloignés spatialement. C'est-à-dire, voilà, quand on n'a pas directement accès à l'auteur. Voilà. C'est ce qu'on a vu dans le cours de Mélanie Vinel le semestre dernier, là Oui, tout à fait. Voilà, donc ça, bon, c'est pas très compliqué, je vous laisse... Enfin, c'est assez évident, en fait. Les Grecs et les Latins ont mis en place une méthode d'interprétation qu'ils ont appelée herméneutique. L'herméneutique juive n'annule jamais la lecture littérale du texte biblique, donc, puisque dans la tradition juive, les interprétations s'ajoutent et s'enrichissent mutuellement. Et il y a une focalisation lexicale à partir du IIe siècle. Donc là, c'est pareil, c'est l'herméneutique entendue dans le monde juif. C'est une méthode d'interprétation d'un texte qui est éloigné de nous, que ce soit parce qu'il a été écrit il y a très longtemps ou parce qu'il est loin dans l'espace. Enfin, en tout cas, il y a l'idée d'éloignement, quoi. Là, je prépare le terrain pour Heidegger tout à l'heure. Donc, enfin, il y a le premier chapitre là, se termine sur l'herméneutique pré-rabbinique qui va imprimer fortement l'herméneutique chrétienne, donc, notamment dans les rapports entre le sens littéral et le sens allégorique. Et la clé herméneutique des pères de l'Église, en fait, c'est le Christ. Donc, il y a deux grandes écoles chrétiennes de l'interprétation. Là, c'est pareil. Donc, en gros, il y a Saint-Augustin et Origène ensuite. Donc là, c'est pareil. C'est pas très compliqué. Je vous laisse découvrir le poly. Si vous voulez regarder dans le cours, c'est intéressant. Mais comme c'est pas compliqué, je vais vite. Chapitre 2. Résurgence de l'herméneutique au XVIIe siècle. Donc là, on arrive à notre fameux Dannauer. Mais avant, on parle d'un monsieur qui s'appelle Illyricus, qui est un disciple de Luther et qui met au point une méthode de lecture de la Bible dont le but est de dissocier la lecture biblique du poids de la tradition ecclésiale et du magistère ecclésiastique. Donc là, on est bien dans l'esprit de la réforme. Il y a 4 éléments qui sont à considérer, le scopus, le résumé, la disposition et le tableau synoptique. Donc là, c'est toujours pareil. En fait, à ce stade-là, l'herméneutique, c'est encore une méthode de lecture. Il est très utile pour mieux connaître les Écritures saintes, d'avoir à l'esprit ce résumé de l'Écriture, De ratione cognoscenti litteras. Donc ça, c'est l'ouvrage de Illyricus. Donc, Dannauer, qui est mort en 1666, on le rattache souvent à l'histoire de l'herméneutique, puisque c'est lui qui a créé le néologisme hermeneutica, qui n'existait pas avant. Donc, il a rédigé un ouvrage qui s'appelle Hermeneutica Generalis, puis en 1654, une Hermeneutica Sacra Methodus Exponendarum, avec 100 E, Sacrum Litterarum, qui propose une science générale de l'interprétation en amont de toute science. Donc là, on a quand même un petit basculement, c'est-à-dire un basculement vers l'universel, puisque la méthode qui était autrefois une méthode de lecture des textes
commence à gagner une prétention universelle pour toute science. C'est-à-dire que là, la méthode qui est proposée, la méthode d'interprétation, c'est pas seulement une méthode pour lire des textes, mais une méthode, une science générale de l'interprétation en amont de toute science. Donc on commence à aller vers une extension de cette méthode. Alors, ensuite, deuxième philosophe sur lequel s'attarde le chapitre 2, c'est Spinoza, et sa tentative radicale et systématique de faire coïncider le discours de la raison et le discours religieux. Il y a donc Spinoza opère une critique historique de la Bible, ce qui lui vaut une excommunication de la communauté juive d'Amsterdam. Donc là, il y a quelques citations que je vous laisse découvrir, parce que c'est pareil, c'est pas très compliqué. Voilà, en gros, l'idée, c'est que Spinoza s'inscrit, lui aussi, dans une volonté d'interpréter la Bible, les textes, à la lumière de la raison, avec potentiellement en arrière-fond la prétention d'interpréter la totalité du réel. C'est-à-dire qu'en fait, l'interprétation biblique des pères ou juive des textes commence un peu à sortir du cadre religieux, quoi. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Schladenius écrit donc un livre qui s'appelle Introduction à la juste interprétation des discours et des écrits rationnels en 1742. Il souhaite rendre possible l'apparition des lumières dans les textes antérieurs restés obscurs jusque-là. Donc là, à nouveau, on a la notion d'éloignement, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui sont très anciens, qui sont éloignés de nous, qui nécessitent de l'interprétation, c'est-à-dire que l'interprétation est nécessaire pour accéder au texte. On ne peut pas se contenter de la lettre. Et à nouveau, donc ce monsieur propose une méthode, pareil, interprétative. Là, on n'est pas seulement sur un texte religieux, mais des écrits rationnels. Dilthey le considère comme le premier à avoir validé l'idée de point de vue comme élément d'herméneutique, même si la théorie du point de vue trouve sans doute son origine dans la monadologie de Leibniz. Dilthey, c'est en pragmatique qu'on a vu. Ouais, Dilthey, c'est un linguiste du fin 19e, début 20e. Voilà. Et donc, dernier petit flash historique du XVIIe siècle, un monsieur qui s'appelle Meyer et qui propose un programme d'interprétation rationnelle. Donc là, bon, ça c'est vraiment de la culture G, hein. Je pense que c'est pas très... Enfin, on fera pas de devoir avec ça, mais c'est pour avoir une idée que, voilà, en gros, au début, l'herméneutique c'est une méthode de lecture plutôt axée religieuse, enfin, le monde gréco-romain mis à part, et puis petit à petit, elle commence à essayer de se doter d'une méthode qui vise à l'universalité. C'est à quoi ils ont dit C'est le monsieur... Ce qu'on dit... Ah oui, c'est un monsieur qui a dit que au XVIIIe siècle, l'herméneutique vise à connaître les choses dont les œuvres traitent. Au XIXe, l'herméneutique vise à connaître l'auteur de l'œuvre. Et au XXe, l'herméneutique, voilà. Voilà. Alors ensuite, et puis, donc ensuite, page 3. Alors voilà, donc il y a 3 termes importants en conclusion du chapitre 2. Expliquer, comprendre, interpréter. Donc ça c'est pareil, il faudra bien savoir manier ces vocables. C'est du Dilthey aussi entre. Voilà, expliquer, comprendre. Voilà, sachant que la petite astuce, c'est que tous les auteurs ne mettent pas la même définition sous ces termes. Donc il faudra bien maîtriser, comprendre, expliquer chez Dilthey, qui n'est pas du tout la même chose que chez Heidegger, et les liens entre interpréter, expliquer et comprendre. Comprendre le cours problématique. Je pense que ce serait intéressant. Ça va parler de ça. Hein. Voilà. Donc, la rupture entre expliquer et comprendre se fait au profit de l'expliquer au moment de l'avènement de la science moderne. Donc, en gros, ça c'est Descartes, Galilée, Newton. Le monde n'est plus un organisme à comprendre, mais une horloge à expliquer. Donc, en gros, la grande tension, c'est expliquer le monde scientifique, comprendre le monde psychologique, quoi, en gros. Au XVIIIe siècle, comprendre... donc l'échelle de valeur bascule, comprendre devient plus important qu'expliquer grâce à Vico, dans un contexte non plus de science de la nature, mais de science des textes. C'est-à-dire qu'on a un basculement, c'est-à-dire qu'avec Descartes, Galilée, Newton, expliquer la nature est plus important que comprendre les textes, et ça se renverse au XVIIIe siècle, parce qu'il y a aussi un contexte romantique qui joue aussi en faveur de ça. Excuse-moi, 16e, 17e, expliquer, c'était pour la science, comprendre la nature, c'est ça ? Non, expliquer, c'est expliquer la nature et comprendre les textes.
Oui, pardon. comprendre les textes humains, quoi, enfin la parole humaine. Enfin, comprendre l'homme, quoi. Donc à travers les textes, Expliquer, etc. c'est plus une question de fonctionnement, et comprendre, c'est plus une question de sens. Voilà. Sauf que, attention, avec Heidegger, ça a changé. Donc, Ricoeur fait entrer en scène l'interpréter, donc un nouveau vocable, qui l'articule systématiquement avec le comprendre et l'expliquer. Donc ça, on le verra après. Chapitre 3, naissance de l'herméneutique philosophique, donc Schleiermacher et Dilthey. Donc, Schleiermacher, c'est un monsieur qui est versé dans l'art de plusieurs disciplines, donc philo, théo, éthique, esthétique. Il s'intéresse beaucoup au langage et lui, sa grande distinction, c'est entre l'interprétation grammaticale, dite objective, syntaxique du texte, et l'interprétation psychologique, qu'il appelle aussi technique. Donc là, attention, parce que spontanément, on ne dirait pas que l'interprétation psychologique, elle est technique, et qui s'intéresse à la dimension subjective du texte. Donc en gros, l'interprétation grammaticale, elle est objective dans le sens où elle s'intéresse à la matérialité du texte, alors que l'interprétation technique ou psychologique, elle est subjective dans le sens où elle s'intéresse à la technique développée par l'auteur. Donc il faut comprendre cette technique, comprendre pourquoi l'auteur utilise la technique du texte. L'herméneutique doit devenir une méthode générale d'interprétation et ne pas rester une science régionale. Donc là, le concept de science régionale, il est très important. Et science régionale, en fait, ça veut dire que c'est une science limitée à un domaine du savoir. Donc par exemple, le texte biblique. Et là, justement, on voit bien que ce qui a été préparé au XVIIe siècle explose. C'est-à-dire que là, on dit, bah voilà, on ne veut pas seulement interpréter la Bible, tel ou tel texte juridique, on commence à dire, voilà, l'herméneutique doit avoir une prétention à l'universel et sortir de l'herméneutique régionale. Voilà, donc la visée universelle est opératoire pour le droit, la littérature et les textes sacrés. La nouvelle question devient, qu'est-ce que le comprendre, et ne plus, qu'est-ce que comprendre un texte. Le texte, dans ce contexte, devient l'altérité radicale. Donc ça, c'est pareil, c'est assez important. En fait, il faut considérer que quand l'herméneutique prétend universaliser la question du comprendre, on commence à dire, enfin, c'est qu'on s'appuie sur le fait que le texte est le tout autre. C'est l'altérité radicale. Et si on dit que l'herméneutique doit sortir de son territoire régional pour aller vers tout, c'est qu'en fait, tout est tout autre. Donc en fait, le sujet est tout seul dans un monde où il n'y a que du tout autre. Et lui, son seul moyen d'aller vers les autres, c'est de rencontrer le tout autre en passant par l'herméneutique. D'éloigner le tout autre. D'éloigner le tout autre. Alors, j'étais où voilà. Donc, Schleiermacher est inspiré par un monsieur qui s'appelle Hast. Bon, il y a 3 types de compréhension. Historique, grammatical, spirituel. Ça, c'est technique. Je ne sais pas trop si c'est intéressant. Je passe vite. La loi fondamentale de toute compréhension et de toute connaissance consiste à découvrir l'esprit de la totalité dans la singularité. Donc, c'est une méthode analytique. Et à saisir la singularité à travers la totalité, ça c'est une méthode synthétique. Donc ça, bon, c'est dit rapidement comme ça paraît du charabia, mais c'est pas très compliqué à comprendre. Donc je vous laisse revenir dessus. La conséquence, c'est que l'esprit de l'Antiquité en son intégralité ne peut pas vraiment être connu si nous ne la saisissons pas dans ses révélations singulières, c'est-à-dire dans les œuvres des écrivains de l'Antiquité, mais inversement, l'esprit d'un écrivain ne peut pas être saisi sans l'esprit intégral de l'Antiquité. Donc ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Voilà. Le but de l'herméneutique, selon Schleiermacher, c'est que comprendre un auteur, il faut comprendre l'auteur mieux qu'il ne s'est compris lui-même. Donc ça, c'est pareil. C'est une citation qui est facile à prendre par cœur et qui je pense, faudra placer un moment ou un autre dans la disserte, quel que soit le sujet. Hein. Voilà, c'est ça. C'est notre barbe à papa. Ouais. L'art d'interpréter consiste seulement à savoir en quel cas des deux doit être. L'art d'interpréter consiste seulement à savoir en quel cas laquelle des deux interprétation grammaticale objet. Ah oui, c'est ça. En quel cas en quel cas doit être sacrifié. En gros, voilà, il y a 2 grands types d'interprétation grammaticale ou psychologique. Selon ce qu'on cherche à savoir, il faut jouer avec l'une et l'autre. Bon.
Donc il y a 9 points extraits de son exposé abrégé, que je ne vais pas relire là parce que vous les lirez vous-même, c'est pas très compliqué. Si vous avez des questions, je vous laisserai me les poser. Là, j'entraîne pour ça. Voilà. Donc ensuite, deuxième grand père de l'herméneutique philosophique, c'est Dilthey, qui est mort en 1911. Il plaide, lui, pour une distinction assez stricte entre les sciences de la nature, qui relèvent de l'explication, et les sciences de l'esprit, qui relèvent de la compréhension. Il se propose de reprendre la difficulté soulevée par le dispositif de Schleiermacher, comment incorporer le problème régional, donc en gros l'herméneutique sur un texte de droit, de littérature ou un texte sacré, à l'interprétation pour une science, pour constituer une science générale de l'interprétation. En fait, c'est toujours le même problème qu'on se pose, c'est comment passer d'une méthode, d'une méthode appliquée à un champ du réel, à tout le réel. Universel. Voilà. Selon Dilthey, notre comportement à l'égard de la vie est celui du comprendre. Si la connaissance de la nature dans le monde organique a besoin du concept de finalité, elle prélève pourtant cette catégorie sur la vie humaine. Bon, là, c'est des citations. Les catégories ne sont pas les mêmes pour les sciences de l'esprit que pour les sciences de la nature. Donc, il n'y a pas de causalité naturelle en histoire, par exemple. C'est pour ça qu'on n'explique pas en histoire, mais qu'on comprend, selon Dilthey. La vie organique est à considérer comme le chaînon intermédiaire, c'est-à-dire comme le champ de connaissances intermédiaire entre la nature inorganique, par exemple la géologie, et le monde historique. Donc là, c'est pareil, c'est pas comme si, il fait pas vraiment d'échelle des sciences, mais c'est-à-dire que pour lui, la biologie, c'est un champ du savoir qui ne relève pas strictement de l'explication, mais qui ne relève pas non plus strictement du comprendre. C'est un peu un champ intermédiaire. Dans la bibliothèque aussi. Ça va. C'est pas hyper clair, mais je fiche un peu. C'est pas clair non plus, donc... On peut s'y retrouver. Si, c'est très clair. Mais... Alors, la compréhension des autres personnes et des expressions de leur vie. Donc là, on va sur un terrain qui nous parle un peu plus, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de comprendre, on parle quand même un peu plus des gens. Il existe des formes élémentaires de la compréhension. Donc, par exemple, l'interprétation d'une expression de vie singulière. La compréhension naît de la nécessité de la vie pratique, puisque j'ai besoin de comprendre les formes élémentaires de l'échange, des lettres qui forment les mots, des phrases, et puis des expressions du visage. La relation entre l'expression de la vie et l'élément spirituel, qui n'est pas forcément une relation cause-effet. C'est-à-dire que l'effroi et le geste ne sont pas juxtaposés, mais ils forment une unité. Donc ça, c'est pour expliquer que la vie réelle, elle est quand même plus compliquée que cause-effet. Donc, en conclusion sur Dilthey, l'explicitation, c'est l'exercice de l'art de la compréhension portant sur les expressions de la vie fixées de façon durable. Donc là, c'est pareil, c'est du vocabulaire à connaître. Et l'herméneutique, pour Dilthey, c'est la science de l'art de l'interprétation des restes de l'existence humaine contenus dans l'écriture. Voilà. Donc, jusque-là, c'était facile. Ah bon. C'est bien de le préciser. Maintenant, on passe à Heidegger. L'herméneutique au risque de l'ontologie, le tournant phénoménologique de Heidegger. Donc, nous l'avons déjà vu l'année dernière et l'année d'avant, Heidegger est très attaché à la facticité de la vie. Donc, la facticité, c'est le fait d'être toujours déjà jeté dans, en fait, dans le factuel. Et l'attachement d'Heidegger à cette facticité tient au refus d'une séparation entre le royaume de signification et de transcendance d'une part, et la vie dans une épaisse réalité d'autre part. C'est-à-dire que pour Heidegger, tout est lié. Il faut saisir la vie à partir de la vie. C'est beaucoup plus clair, Nicolas. C'est ironique? Non. Vie, tout est lié, c'est beaucoup plus simple que la phrase de... Vie factitielle et expérience chrétienne. Heidegger s'intéresse à Husserl en raison de l'importance des questions méthodologiques chez Husserl. Pourtant, la critique de la phénoménologie dont Husserl est le père fondateur se fait jour chez Heidegger dans l'acte de voir qui la constitue, puisque la phénoménologie, c'est quand même une grande attention
porté à l'activité du voir, se trouve le présupposé qui accorde l'évidence aux choses vues. C'est-à-dire que la critique principale que formule Heidegger à l'encontre de la phénoménologie de Husserl, c'est l'évidence. C'est-à-dire que pour Husserl, le pot de confiture, quand il vient jusqu'à moi, là, à travers les phénomènes du toucher, la vue, il s'impose à moi dans une évidence. Heidegger récuse ce postulat. Or, pour Heidegger, le seul critère phénoménologique possible, c'est l'évidence en train de comprendre. Donc là, on fait un peu un retour à Descartes, on pourrait dire, puisque là, la seule évidence possible, c'est l'évidence d'un être en train de comprendre, c'est-à-dire de se projeter comme possibilité d'être dans le monde extérieur qui est tout autre. Donc, processus de voilà. Donc, par exemple, là, j'ai mis un exemple maison, hein, c'est pas dans le cours. La voiture m'apparaît dans une évidence, mais dire que la voiture m'apparaît dans une évidence, c'est déjà projeter ma compréhension du monde dans cette voiture, puisque je la saisis comme voiture. Tu vois des objets voilà, en fait, je vois du caoutchouc. Parce que tu montes la même voiture à un Indien qui vit dans Exactement. la jungle Voilà. amazonienne et que je Voilà. c'est pas évident pour lui. Voilà. De plus, la phénoménologie ne saurait se soustraire à la condition historique, car l'herméneutique en phénoménologie est liée à l'effectuation historique des phénomènes. Donc là, pareil, je traduis à ma sauce. La manière dont les phénomènes se donnent n'échappe pas à l'histoire, donc la voiture n'apparaît pas dans la même unité phénoménale selon l'époque. Les sires des Sarrasins. Voilà, exactement. Et c'est d'ailleurs cet exemple que j'avais à l'esprit en rédigeant cette petite parenthèse. Une distinction prend alors forme. La factualité, comme réalité d'existence dans son inclination au monde caractérisée comme une chute, donc là on ne parle pas de péché, hein, et la facticité comme optique des possibilités existentielles. Donc la factualité, en gros, c'est le donné objective. Alors attends, réalité de l'existence, voilà, dans son non, c'est ça. Non, attendez, je déconne. La factualité, c'est la réalité de l'existence dans son inclination au monde caractérisé comme chute. C'est-à-dire que l'étang qui comprend est toujours déjà jeté dans le monde. Et la facticité, c'est l'optique des possibilités existentielles. Donc c'est le fait de pouvoir se réaliser dans le comprendre qui est projet vers le tout autre du monde. Voilà, en gros c'est ça. C'est-à-dire la factualité, c'est le fait d'être jeté dans le monde, et la facticité, c'est la façon dont l'étang qu'est le Dasein transforme cette factualité en un constituant ontologique, on va dire. Construit du sens, quoi. Voilà, c'est-à-dire que le sens du Dasein, c'est de faire de la factualité une facticité, je pense, on pourrait dire ça. Donc, Heidegger fait retour à Aristote pour détruire la théologie chrétienne, responsable d'avoir improprement acheminé les concepts grecs jusqu'à nous. Bon, là, c'est gratuit, mais bon, voilà, c'est bon. Voilà, bon, Aristote. Donc, herméneutique de la facticité. Maintenant qu'on a vu la différence entre factualité et facticité, la tâche de la philosophie, c'est de dire la clarté au sein de l'ombre. Bon, rien de nouveau, hein, tous les philosophes prétendent faire la même chose. Le vocabulaire de Heidegger en la matière, c'est brumosité, non pas ombre. L'herméneutique de la facticité est le titre d'un cours de 1923 dans lequel Heidegger rappelle l'histoire de l'herméneutique, donc rien de nouveau, hein, il reprend la même histoire que celle qu'on a déjà dit là au chapitre 1er. Donc la source grecque, la source biblique, la rupture au XVIIe siècle, quand l'herméneutique n'est plus l'interprétation elle-même, mais le discours des conditions de possibilité, de l'objet, de moyens de la communication et des applications pratiques de l'interprétation. Pour Heidegger, l'herméneutique chez Schleiermacher ou Dilthey est toujours une disposition de l'esprit. Or, et c'est là qu'il n'est pas d'accord, pour Heidegger, l'herméneutique ne doit pas être une théorie générale de l'interprétation, mais ce qu'elle est déjà, à savoir un trait de la facticité, c'est-à-dire un mode d'être du Dasein. L'herméneutique est inséparable de son objet, c'est-à-dire de son champ. Elle précède les autres sciences et, ce faisant, elle préside à leur mise en œuvre. Donc en fait, on est toujours déjà interprétant des phénomènes se donnant dans l'effectuation historique. Par nature. Voilà, par nature. Parce que c'est notre mode de communication actuelle. Parce que c'est notre mode d'être au monde. Donc ça nous permet de passer à l'herméneutique du Dasein, le nerf de la guerre.
Le design se caractérise par une non-détermination, donc ça on le sait parce qu'on l'a déjà vu en LS4. L'homme est un étant qui n'est pas donné à lui-même dès l'origine, mais comme un fait accompli, mais qui doit se parfaire lui-même. Et l'herméneutique lui permet de se parfaire lui-même. L'herméneutique de la facticité doit chercher elle-même sa voie et s'enquérir d'une phénoménologie qui doit se faire possibilité. Alors, l'herméneutique de la facticité. Donc, l'herméneutique de la facticité, c'est le comprendre de la façon dont l'étant qu'est le Dasein s'approprie la factualité comme déterminant, enfin c'est le seul déterminant du Dasein en fait, c'est qu'il est jeté dans le monde factuel. Ce faisant, sa seule façon de réagir, c'est d'embrasser sa facticité en fait, d'avoir un mode d'être qui fait de... La facticité en fait, comme c'est la totalité des possibles, dans le monde factuel dans lequel il est toujours déjà jeté, il est obligé de les embrasser. Alors, il ne les embrasse pas toutes, mais en tout cas, son mode d'être, ça consiste à explorer les possibles de la facticité. C'est surtout réduire les distances en se mettant à portée de ce qui l'entoure. Alors, oui, ça passe par ça, mais c'est-à-dire que même sans éloignement, en fait, le mode d'être, ce qui caractérise le plus Heidegger, enfin le Dasein selon Heidegger, c'est le comprendre. C'est-à-dire que comme tout le reste est tout autre, de la même façon qu'un texte écrit est l'altérité fondamentale, tout est à interpréter en fait. Et comme tout est à interpréter, tout est tout autre, et donc l'étant du Dasein jeté dans ce monde du tout autre, sans autre détermination que la possibilité d'embrasser les possibilités ontologiques, mais c'est ça qui constitue en fait son ontologie principale, quoi. C'est ça voilà, c'est sa seule détermination possible, c'est la possibilité d'embrasser des possibilités existentielles. Voilà. Articulation rigoureuse. Comment ? Articulation rigoureuse, tout entendu. Alors attends, parce que moi je suis perdue, je sais plus où je suis. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, herméneutique de la facticité, articulation rigoureuse entre ce qui s'ébauche, l'être en soi et sa temporalité, et ébauche le comment de sa recherche. C'est-à-dire que voilà, il y a un lien entre le fait d'être soi-même inscrit dans une temporalité factuelle et l'aller vers les possibilités, l'aller vers les possibilités. Voilà, il y a deux sphères qui convergent, la théologie protestante et la phénoménologie naissante, et pour Heidegger, Husserl est à la jonction de ces deux sphères. Heidegger puise auprès de Luther, de Saint-Paul, d'Augustin et de Kierkegaard les schèmes d'intelligibilité de la vie factitielle, donc l'originaire luthérien, la folie paulinienne contre la sagesse, la temporalité de l'être humain chez Augustin et l'angoisse kierkegaardienne, mais rejet de la solution théologique apportée par ces auteurs. C'est-à-dire que Heidegger est réceptif à certaines positions luthériennes, pauliniennes, augustiniennes et de Kierkegaard sur la facticité de l'être humain, sur la possibilité d'embrasser des possibles existentiels, quoi. Donc tu dois parler de la méontologie pour Paul. Comment ? On parle de la méontologie pour Paul. Alors, il n'en parle pas, le cours n'en parle pas. Mais peut-être que oui, peut-être que c'est pertinent d'en parler. Ouais. C'est le contre la sagesse ? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, la phénoménologie husserlienne intervient dans l'analyse de la facticité. Phénoménologie de la vie factitielle devient herméneutique de la temporalité. Donc là, je ne sais pas trop si c'est très important de le dire, mais bon, je l'ai écrit. La maxime caractéristique de l'herméneutique de la facticité dans sa perspective phénoménologique, c'est le droit aux choses mêmes. Donc ça, c'est vraiment assez représentatif de la phénoménologie de Heidegger. Hein. C'est droit aux choses mêmes, mais c'est toujours pareil, c'est le critère de l'évidence, en fait. Quand tu dis droit aux choses mêmes, tu dis on va droit aux choses mêmes. On va droit aux choses mêmes. Oui, oui, c'est pas le droit, non, c'est pas le jus. Non, non. Donc ensuite, la fin du chapitre 4, c'est un long extrait du paragraphe 32 de
étant. De être étant, voilà, que j'ai pas précisé, mais bon, ça va être étant. Donc là, je vous ai recopié un certain nombre de passages qui me paraissaient assez intéressants. Je vais pas les relire parce que ça n'a aucun intérêt là ce soir. Mais je vous laisse les lire et puis si vous avez des questions, on en parlera la prochaine fois, si ça vous va. On a un compartiment tous ensemble, entre. Voilà, c'est ça. La philosophie de la tradition chez Gadamer. Donc Gadamer est mort en 2002, c'est un disciple de Heidegger. Donc Gadamer se distingue d'Heidegger sur le statut de la métaphysique. Il s'intéresse à l'expérience de l'art par opposition aux sciences naturelles et aux sciences humaines. Alors là, il y a un concept très intéressant que l'on retrouve d'ailleurs, enfin qu'on a vu dans le cours de Psaume, c'est la Wirkungsgeschichte. La Comme... forme de quelque chose. Hein? La forme de... C'est l'histoire des interprétations. Donc l'histoire des effets, de l'efficience ou de la réception. Donc ça, c'est un grand concept de Gadamer. Avant Gadamer, on distingue l'intention de l'œuvre selon l'auteur et sa réception dans le public. Après Gadamer, on ne peut pas renier la chaîne de tradition qui donne toujours déjà une direction de sens. C'est-à-dire qu'en gros, l'éloignement entre la Bible et nous, elle ne peut pas être mise entre parenthèses en disant j'interprète la Bible en faisant fi de toute la tradition, puisque la Bible nous parvient à travers une tradition. Ça nous paraît peut-être évident aujourd'hui, mais parce qu'on est les héritiers de Gadamer, quoi. Donc, autre mot à connaître de vocabulaire de Gadamer, c'est le préjugé comme corollaire du comprendre. Donc là, le préjugé exprime la structure d'anticipation de l'expérience humaine. C'est-à-dire que le préjugé, là, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est toujours pareil, en fait. Le préjugé, c'est la première étape vers un concept. Et on peut pas dire qu'il est mauvais, puisque c'est déjà le média entre nous et le texte, ou la tradition, ou la chose à interpréter, quoi. Donc, on ne saurait s'extraire. Donc, la conséquence, c'est qu'on ne saurait s'extraire du monde en histoire. Donc, parce que de la même façon que la tradition et le lien entre la Bible, par exemple, et nous aujourd'hui, en histoire, c'est pareil. On ne peut pas prétendre interpréter une histoire régionale ou une histoire universelle en s'attribuant un statut en dehors du monde. Donc là, voilà. Donc, on est comme sujet interprétant, on est toujours pris dans la chaîne historique qui fait lien avec l'objet de notre étude, de l'objet à interpréter, quoi. 3 points importants caractérisent la pensée de Gadamer. Juste, tu sautes appartenance, c'est pas important ou alors c'est... Ah non, oui, j'ai zappé. L'appartenance, ah oui, alors ça c'est important. En plus, c'est important chez Gadamer, l'appartenance, et ça le sera après chez Ricoeur. L'appartenance réhabilite la notion de tradition à laquelle un individu appartient toujours déjà. Elle est la condition de l'exercice de l'herméneutique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas d'interprétation possible. Il n'y a pas d'individu. Voilà. Mais en fait, voilà. Et puis, en fait, comment dire, c'est-à-dire que pour qu'il y ait herméneutique, il faut à la fois qu'il y ait tout autre, donc altérité fondamentale, puisque sinon, s'il n'y a pas de tout autre, il n'y a pas d'interprétation à avoir, parce qu'il n'y a pas d'éloignement. Et en même temps, s'il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas non plus il n'y a pas de monde commun. Donc, il n'y a pas de possibilité de rencontre. Du coup, il y a l'appartenance et la condition de possibilité de l'herméneutique. Donc, les 3 points importants qui caractérisent la pensée de Gadamer, c'est qu'en premier lieu, c'est que le sujet est à distance de ce qu'il interprète. Il s'agit de mesurer de cette distance, celle qui nous sépare de l'auteur et de son monde, ainsi que celle qui nous sépare des destinataires immédiats. Donc, cette distance, elle existe. On peut pas l'ignorer. Et le sujet interprétant, non seulement ne doit pas l'ignorer, mais doit assumer sa finitude d'être pris dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une distance, mais cette distance, elle est, on peut dire, comblée par une forme de tradition ou un enchaînement historique dans lequel le sujet interprétant est toujours déjà lié. Donc, la conséquence, c'est ce qu'on a dit déjà il y a quelques minutes, là, qu'il n'y a pas de survol totalisateur possible de l'histoire. L'impossibilité du survol de l'histoire détermine l'ouverture, donc là c'est plein Heidegger, l'ouverture d'horizons, c'est-à-dire que l'interprétation devient fusion des horizons. Donc là c'est ce que j'ai dit quand on parlait des mondes, c'est-à-dire la croisée des mondes. C'est-à-dire qu'il y a par exemple le texte biblique, la chaîne des traditions, jusqu'au sujet interprétant, qui appartient à la chaîne historique de tradition depuis la Bible jusqu'à lui, qui a des préjugés sur elle, mais le préjugé est perçu comme un média qui permet d'accéder à la Bible. Et là, on a la rencontre de 2 horizons,
et qui nous ouvre la possibilité des mondes. Donc là, il y a une phrase que je vous ai mise parce que je la trouve assez facile à... C'est peut-être pas celle-là. L'herméneutique se présente comme fondée sur l'idéal du Aufklärung, donc Aufklärung c'est les Lumières, parachevée, sur l'abolition totale des limites de notre horizon historique, sur la suppression de notre propre finitude et la dissolution dans l'infinité du savoir. Bref, sur l'omniprésence de l'esprit en possession de ce savoir historique. Donc ça, c'est l'erreur de Schleiermacher et Dilthey. C'est-à-dire que dans leur herméneutique, ces deux auteurs avaient encore une posture classique, illusoire en fait. C'est un tort, car seule l'inclusion panthéiste de toute individualité dans l'absolu rend possible le miracle de la compréhension. Et alors il y a une citation que j'espère que je vous ai mise parce qu'elle était pertinente. Bon, alors je la retrouve pas, elle viendra peut-être plus tard. Bon, en gros, c'est l'idée d'une rencontre de deux mondes, du monde du texte avec le monde de l'interprétant. Donc, afin d'éviter l'écueil d'une ambition métaphysique de la philosophie réflexive, donc comme Schleiermacher et Dilthey selon Gadamer, Gadamer propose de penser une réalité au contact de laquelle la toute-puissance de la réflexion trouve sa limite. Gadamer déplore que l'expérience, comme concept, ait été confisquée par la science, qu'il a ainsi dépouillée de tout élément historique. Bon, après, il y a des... Là, c'est des citations du prof... Ah non, de Gadamer. Je vous ai mis des trucs entre guillemets pour bien... Bon, là, c'est pareil, Là, en fait, en gros, Gadamer, l'apport qu'il a, c'est... Le principal apport de Gadamer ici dans le cours, c'est la critique des postures métaphysiques de Schleiermacher et Dilthey. Je pense que c'est surtout ça l'intérêt. Chapitre 6, donc là, à mon avis, ce chapitre-là, il est très important. C'est Ricoeur. Est-ce qu'on a encore le temps? C'est toi qui as des Ah oui, on va pas avoir le temps. Alors du coup, 6 et 7, on fera peut-être la prochaine fois. Oui. Et puis après, c'est fini. C'est ça qui est les devoirs. Ouais. Bah, du coup, la prochaine fois, on fera 6 et 7. Et puis, moi, ce que je ferai, c'est que... Comment vous voulez qu'on fasse pour les devoirs? On voit ça la prochaine fois ou on verra ça dans le train? Dans le train. Oui. Il y a un truc que vous faire pour la prochaine fois. Ouais. Je sais pas. Tu fasses un petit peu de Schmitt.